Alors bonjour à tous, moi c'est Vincent. J'ai l'âge canonique de 33 ans, père de 3 enfants. Moi, tout bêtement, mon parcours était assez classique, hein. Premier choix déterminant, ça a été au niveau du collège. Au collège, où on m'a globalement laissé le choix entre un lycée professionnel ou une filière plutôt technique au lycée. Heu, Clairement, c'est ma maman, hein, qui m'a porté à ce moment-là et qui m'a aidé et m'orienter vers le lycée plutôt technique. Puis ensuite un bac technologique, un BTS, une année de prépa, école d'ingénieur et puis après, carrière professionnelle. D'abord dans la conception mécanique, plutôt orientée robotique et puis enfin dans l'informatique, dans lequel je continue et dans lequel je m'épanouis. Alors, la dyslexie, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu le choix, hein, je veux dire, c'est là et surtout j'ai eu la chance qu'on se soit rendu compte très tôt. Dès la primaire, j'avais déjà un suivi, orthophoniste, un suivi qui a duré 7 années, donc jusqu'au début de mon collège, avec du coup pas mal d'outils, d'aide, d'accompagnement pour ça. La dyslexie, ça a été, assez compliqué au début, surtout quand on apprend les fondamentaux, parce qu'on galère, on doit faire des choix, moi, j'ai choisi plutôt les maths, concentrer mes efforts sur tout ce qui est scientifique plutôt que littéraire. Bon, pourquoi pas. Au début, c'est assez compliqué. Ensuite, bah, c'est difficile. Et après, bah, en fait, ça devient presque anodin, ça devient presque non existant parce qu'on a créé avec le temps nos outils, nos réflexes pour en fait se passer outre. Et en réalité, la dyslexie, je vois presque ça plus comme une force qui m'a construit que quelque chose qui m'a freiné. Alors déjà, pour le contexte, mon lycée, c'était à Martigues, donc dans les Bouches-du-Rhône. Et dans la zone de Martigues, il y a notamment là où je suis né, à Istres, la base aérienne à BA125, qui est juste l'une des plus grandes bases aériennes d'Europe, avec la piste la plus longue d'Europe, 5 km de long. On vit en fait, on baigne un peu dans ce milieu et moi j'étais intéressé notamment par la mécanique de pointe. Okay. J'ai toujours été intéressé par la mécanique, avec mon grand-père, les camions, etc. Mais là, moi, j'avais quand même une fibre où je voulais faire un peu plus de technicité, un peu plus de modernité. Donc je me suis intéressé à ce BTS en aéronautique et j'ai tenté via, alors à l'époque c'était post-bac, c'était pas vraiment en adéquation avec ce que j'attendais. Okay. J'avais un peu trop idéalisé le BTS sans vraiment me renseigner sur son contenu. Il faut dire, il avait que 2 ans. Il a été créé l'année précédente. Donc après mon BTS, je cherchais du travail. Mais c'est vrai qu'à côté, j'ai posté une demande d'admission pour une prépa ATS, qui est un peu la passerelle pour les BTS pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, plus par tentative que par véritable conviction, ou en tout cas je n'étais pas sûr de ce que je faisais, mais j'ai voulu tenter le jeu et je suis très content de l'avoir fait pour le coup. Alors pour la prépa, d'abord je suis tombé sur une personne pendant un forum de l'orientation à Marseille, justement un professeur d'ATS, qui a su me convaincre avec juste cette phrase bête de « tu vas travailler 40 ans, qu'est-ce que ça te coûte de tenter 1 an pour voir si ça te plaît ou pas, tu tentes, au pire t'as perdu ». J'avais encore ma bourse, j'étais boursé sur critères sociaux, j'avais encore ma bourse, donc ça me coûtait pas non plus très cher en termes d'efforts pour le tenter. Bah allez, on essaye, on voit ce que ça donne. En prépa, clairement, je n'étais pas dans le haut du panier, hein, clairement pas, hein, sur la formation qui est quand même assez compliquée. Mais j'ai postulé à un certain nombre d'écoles. Alors il fallait payer par nombre d'écoles, donc il fallait faire des choix stratégiques. Donc les arts et métiers, l'avantage, au niveau purement stratégique, c'est une école qui offrait beaucoup de places sur le concours. C'était bête de ne pas le mettre, donc je l'ai mise. Et heureusement, parce que justement, ce qui s'est révélé, c'est qu'au moment du concours, là où j'étais plutôt dans le bas du panier de ma promotion, sur le concours, j'ai été plutôt même sur le haut du panier. Okay. Alors pas le haut absolu, mais un haut intermédiaire. Or, c'était les écoles que j'avais pas forcément prises parce que je ne pensais pas pouvoir les avoir, celles-là, et tant mieux, j'ai eu les arts et métiers, mon 3e choix. Forcément, déjà, quand un professeur, dès le bac,
te parle d'une opportunité, tu devrais tenter la prépa, je pense que tu t'y épanouiras et tout ça, bah, ça met en confiance pour la suite. Mhm. Dans ma famille, il y avait une personne qui avait tenté la prépa, qui avait échoué et qui véhiculait une image plutôt négative de la Ok. prépa, car très dur. Ensuite, bah, forcément, je suis tombé sur ce professeur d'ATS qui m'a tout simplement dit, bah, ça, en fait, ça te coûte quoi? C'est 1 an, tu jeune, tu encore toute ta vie devant toi, tu vas aller t'enfermer, déjà sur une usine ou dans un atelier, pour faire le même boulot pendant 40 ans. Non, essaie de bouger, de voir tant que tu peux et il avait tout à fait raison sur ça et 1 an, c'est rien en fait, 1 an. En termes de sentiments, bah, je suis très heureux de ce que j'ai réussi à accomplir, parce que clairement, c'était pas facile, mais en fait, c'était pas non plus si difficile. Boursier à critères sociaux, par exemple, je n'ai pas eu à travailler pendant mes études. Alors, je travaillais pendant les vacances, hein, Vacances, ouais. mais en clair, je pouvais me consacrer à 100% à ce que je faisais, à mes études, à mes objectifs, etc. Euh, la prépa a été une année qui était juste, je l'ai trouvé géniale. Alors oui, il faut jouer, c'est un jeu d'acteur, mais on se met dedans, on fait des blagues de maths et on adore ça. Après, les arts et métiers, mais les arts et métiers, c'est une école qui a une histoire incroyable. On a une liberté de créer qui est juste incroyable. J'ai construit des structures en bois qui sont juste magnifiques, mais pas juste du bois de palette, hein. Je parle de chaînes traitées, travaillées, tournées, etc. J'ai même des cicatrices de Qui en cette atteste. époque-là où je me suis blessé. Bah, euh, j'ai pu faire des choses incroyables et franchement, j'aimerais que tous ceux qui le peuvent le fassent parce qu'en fait, après, oui, on est dans la vie active, on n'a plus vraiment une certaine liberté infinie, en tout cas pas autant protégée. Là, on était dans un espèce de cocon qui nous protégeait, mais qui nous permettait de nous prendre un peu des risques, d'innover, d'essayer de faire des choses. Et clairement, c'était génial. C'était vraiment un facteur de plein de choses très nobles, comme vouloir faire plaisir à ses parents, suivre les traces de son grand-père qui était mécanicien. Moi, je voulais être le chef mécanicien quand j'étais gamin. Bon, il y a des trucs assez nobles comme ça, et puis il y a des trucs un peu moins nobles, l'esprit revanchard, parce que quelqu'un a dit ouais, tu perds ton temps, tu n'y arriveras pas. Bah, tiens, je vais te montrer. Mhm. Voilà, c'est une petite combinaison comme ça, et puis aussi d'opportunités, de chance, ou justement peut-être pas de chance, mais qui peuvent nous mettre sur la bonne direction. Donc, est-ce que c'est une chance ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là et qui nous aide ou qui nous accompagne. Alors, j'avais signé à la sortie de mon école d'ingé, j'avais signé un premier CDI, mais qui commençait genre 3 mois plus tard. Donc, il fallait un peu occuper cette période de 3 mois. Je m'ennuyais, je tournais en rond aux arts. C'était un peu ma maison, hein, donc je pouvais rester, je tournais en rond. Au bout d'un moment, je vais voir un de mes professeurs qui m'avait trouvé un stage, je lui ai fait t'as pas un truc à me faire faire, je m'ennuie. Donc j'ai signé mon premier CDD d'ingé dans un laboratoire de recherche en robotique où je faisais des démonstrateurs industriels. Donc en fait, on prend une nouvelle tech et on l'adapte pour montrer qu'on peut faire des trucs dans l'industrie avec. Plutôt Ok. intéressant. Quand je suis arrivé, du coup, commencer mon CDI, où là, je concevais plus des machines un peu particulières pour des clients, pour des besoins particuliers, ben, en fait, j'ai été très vite déçu de la place de l'ingénieur aujourd'hui. Là où moi, j'idéalisais quand même quelqu'un qui était plus entre la recherche et la mise en place, la réflexion à long terme, etc. Franchement, je me suis retrouvé plus sur des postes de technicien supérieur. Après, quand j'ai attaqué l'informatique, bah, je l'ai attaqué non pas avec une étiquette d'ingénieur, mais avec une étiquette de reconverti, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Alors, 1 an et demi après le diplôme, c'est quand même Ouais. bébête. Mais bon, voilà, j'ai eu cette opportunité-là, donc je l'ai faite. Et en réalité, c'est là où j'ai vraiment pu trouver une image plus d'ingénieur, car dans l'informatique, par rapport à la mécanique qui est très figée depuis le temps, même si ça a évolué, je dis pas, l'informatique, ça allait vite, vite, et ils étaient toujours en attente de besoins, d'approches innovantes, un peu originales et compagnie, et donc je me suis très bien épanoui. Alors au début, j'ai commencé tout simplement en tant que dev, développeur, en ce qu'on appelle en TMA, hein, donc c'est un centre de maintenance. On est payé par un client au nombre de tickets qu'on traite par jour.
Donc c'est peu valorisant, on est souvent sur des technologies très obsolètes ou en tout cas maltraitées, on va dire. Mais en fait, le fait d'être dans un truc, dans un écosystème un peu évolutif, etc., ça m'a permis aussi d'avoir le temps de proposer des innovations, de porter des projets tech, et ça a permis d'être identifié en tant que profil plutôt justement tech. Ensuite, je suis passé sur d'autres parcours, hein. J'ai pu faire des filières dites d'excellence au sein de ma boîte pour des formations, des machins. Je me suis spécialisé en cloud, par exemple. Ok. À l'époque où les migrations cloud étaient vraiment le sujet de nos clients, moi, j'étais un spécialiste migration cloud Google. Et avec le temps, j'ai développé ma fiche de poste pour m'orienter plutôt vers ce qu'on appelle un tech lead. Donc tech, je garde la notion de tech. Donc je fais des choix stratégiques en termes de technologie dans le cadre de mon projet ou maintenant avec ma startup dans le cadre de la boîte. Et puis lead, qui était vraiment une partie plutôt, j'accompagne les équipes qui sont avec moi, hein, c'est mes collègues, mais je les accompagne sur de l'innovation, je les accompagne sur de la formation, on grandit ensemble en termes techniques, en termes organisationnels, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié parce que je suis toujours un peu développeur, mais en même temps, j'accompagnais, je faisais grandir et c'était génial, quoi. Sopra, qui est un géant de l'informatique, va pratiquer plutôt la sous-traitance. Les clients qui habillent, Auchan, etc., ont des besoins ponctuels. Ils disent écoutez, nous, on n'a pas de développeur Java dispo. Est-ce que vous pouvez nous en prêter un pour X temps par jour pendant X temps? Donc, en fait, on est un peu mercenaire. On vient, on fait un projet, on repart. Au fil des mouvements économiques, on change de mission ou pas. On produit quelque chose. Je suis très fier de toutes mes productions chez Sopra, mais ce n'est pas mes bébés, ce n'est pas mes produits, ce n'est pas mes créations. Ce sont des missions que j'ai faites pour des clients. L'avantage avec Barry, du coup, la startup pour laquelle je travaille, c'est qu'en fait, je construis avec eux, mais en fait ensemble, parce que je porte aussi le projet avec eux, on construit notre bébé et notre produit qui, on l'espère, grandira dans le sens qu'on le souhaite, un peu comme tout parent qui éduque un enfant, quoi. Je sais pas trop. Je me suis beaucoup laissé porter, un peu comme une feuille au vent, au gré des opportunités, mais j'ai pas hésité à me mettre un peu en risque ou à attendre des choses. Mais essentiellement, j'ai voltigé, hein, donc il y a de ça. Mais en même temps, j'ai voltigé, mais une fois que j'ai attrapé un contexte, la prépa, etc., le but, c'est de s'y accrocher, quoi. Donc, j'étais une feuille collante qui volait. Après, moi, ce que j'ai aussi adoré vers la fin de mes études, donc notamment avec les arts et métiers, c'est que c'était très émancipeur. En sortant des arts et métiers, je pouvais, et encore aujourd'hui, je me sens capable de faire à peu près ce que je veux. Donc, je suis libre. Ok. Voilà. C'est pas forcément une fatalité en soi, c'est là, il faut faire avec. Maintenant, il faut réussir à prendre le bon bout et l'utiliser justement comme une arme et non pas comme un obstacle. Moi, l'avantage avec la dyslexie, ok, j'étais mauvais en français, j'ai mis mes efforts en maths pour compenser, et à côté, la dyslexie me permettait, et je peux le voir avec beaucoup de personnes en comparant un peu nos chemins de pensée, ça me permet de voir les problèmes sur un autre point de vue. Ça me donne aussi une très grande résilience à l'échec. Voilà, j'échoue, tant pis, je recommence. Très bien. Et je recommence, et un peu comme un sportif qui s'entraîne à courir ou à sauter, je continue, et au bout d'un moment, je vais trouver. Donc, faut pas voir ça comme une fatalité. Au contraire, il faut essayer de trouver des techniques, des outils qui permettent à la fois de réduire la complexité et en même temps qui peut être utilisé dans d'autres choses et qui permet de gagner un petit avantage. Et si c'est pas un avantage au niveau intellectuel, ça sera un avantage en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de résilience, et puis voilà.